Le 4 quarts politique de la semaine, votre magazine hebdomadaire du dimanche matin qui vous aide à comprendre, à décrypter, à approfondir l'actualité de la semaine avec nos intervenants aujourd'hui. Michel Taubman, i24 News, Jean-Yves Camus, politologue et chroniqueur à Charlie Hebdo, François Margolin, cinéaste, et Jérôme Fourquet, politologue, directeur du département Opinion à l'IFOP, que nous retrouverons en troisième partie d'émission. Nous parlerons de la tragédie qui a eu lieu à Méron en Israël avec cette bousculade et meurtrière et un bilan très lourd, 44 morts, 150 blessés. Nous parlerons de la situation sécuritaire en France, l'assassinat de la policière à Rambouillet, la lettre des généraux au président de la République et les répercussions de l'affaire Sarah Halimi. Michel Taubman, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer avec vous puisque vous êtes en Israël. J'imagine que tout le pays est dans la prostration ce matin avec ce drame épouvantable de la nuit de jeudi dernier. Le bilan peut encore s'alourdir. Oui, on est à 45 morts, mais bon, il y a encore beaucoup de gens qui sont gravement blessés. Donc voilà, malheureusement, c'est un bilan très lourd de toute façon. Et c'était une des plus grandes catastrophes civiles qu'a connu l'État d'Israël. Alors c'est vrai qu'ici on a l'habitude, avec les guerres, avec les attentats, on a l'habitude des catastrophes humaines. Voilà. Mais là, c'est quelque chose qui choque beaucoup parce que ça s'est passé lors d'une cérémonie religieuse, la fête de Lag BaOmer, jeudi soir, qui est normalement une fête de la joie, et puis qui était doublement placée sous le signe de la joie, puisque l'année dernière, la fête n'avait pas pu avoir lieu, et là, c'était un peu la fête de la sortie du Covid. Le pays est ici, en fait, quand même, depuis un mois, puisque tout s'est ouvert, on ne porte plus les masques dans les rues, et donc il y a un sentiment très, très positif qui traverse le pays, et là, évidemment, cette catastrophe à freiner ce sentiment. Alors, par ailleurs, on est en Israël et la vie continue. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une journée de deuil national, il n'y a pas de concert, il n'y a pas de fête, mais en même temps, hier, les gens allaient à la plage, c'est à Tel Aviv, allaient à la plage comme un autre Shabbat. Ici, on vit toujours la dualité de la vie et de la mort, de la joie et du chagrin, du jour et de la nuit. Donc, il y a une mobilisation pour donner son sang, pour les blessés, et en même temps, ça n'empêchait pas d'autres gens, parfois les mêmes, d'aller à la plage. Voilà. Journée de deuil national, journée de recueillement, on est dans la sidération, dans le chagrin, et en même temps, on est déjà dans la politique, dans la recherche des responsabilités. Alors, on va en parler, voilà. Mais on essaye de comprendre quand même ce qui s'est passé. Bien sûr, il y a le contre-coup du confinement, il y a aussi le phénomène de foule, malheureusement, très classique, et il y a aussi le débordement tout simplement des organisateurs. Il y a tous ces éléments. Il y a tout ça, oui. Alors, ce n'est pas une catastrophe du même type que Furiani. Au début, on a fait la référence avec le stade de Furiani en 1992 en Corse. Là, à Furiani, c'était les équipements qui s'étaient effondrés. C'est-à-dire que c'était les estrades qui s'étaient effondrées. Là, ce ne sont pas les équipements, c'est plutôt la foule qui s'engageait sur un couloir en pente. Il y a eu de l'eau, quelqu'un a glissé, et il y avait tellement de gens que les gens ont glissé les uns sur les autres, il y a eu un effet de panique, et c'est comme ça que des dizaines de personnes sont mortes, écrasées, étouffées. Hein. Mais ce n'est pas l'équipement qui était défectueux en tant que tel, c'est pas le lieu, il n'y a pas de responsabilité de ce point de vue-là. Par contre, la responsabilité, puisqu'il y a toujours une responsabilité, même s'il n'y a pas de culpabilité pour l'instant, la responsabilité, c'est d'avoir laissé beaucoup plus de gens venir à cette fête que prévu. Normalement, d'après ce qu'on dit, il était prévu que 10 000 personnes puissent participer à cette fête, et il y en avait beaucoup, beaucoup plus. Il y avait plusieurs dizaines de milliers. Alors, on dit aussi que les autres années, c'est pas la première fois qu'il y a 50 voire 100 000 personnes, il y a eu beaucoup plus par le passé, mais ça fait déjà plusieurs années, depuis 2013, où il y avait eu déjà un rapport qu'on met en garde, que les autorités ou des gens ou des parlementaires mettent en garde sur la gestion de cet événement où il y a toujours trop de monde. Hein, c'est pas cette année qu'il y a eu trop de monde. Apparemment, c'était prévu pour 10 000 et il y en a eu 100 000. Voilà.
Alors, Oui, alors je ne sais pas, on a avancé le chiffre de 100 000, c'est peut-être un peu moins, mais il y avait beaucoup trop de monde. Voilà. Et puis l'autre problème évidemment très délicat, c'est que cela touche les ultra-orthodoxes et que les ultra-orthodoxes, pendant toute la période du Covid, ont posé des problèmes au reste du pays et à eux-mêmes, puisqu'ils ont mis leur santé en danger en organisant des rassemblements sans masque, sans prise de distance, sans distanciation sociale. Et même là, même si aujourd'hui Israël et une grande partie de la population est vaccinée, et si le masque n'est plus obligatoire à l'extérieur, on conseille quand même, lorsqu'il y a des rassemblements, de mettre des masques. Et là, il n'y avait vraiment aucune mesure sanitaire, alors même si ce n'est pas ça le problème. vos réactions en studio, Jean-Yves Camus, François Margolin, Jean-Yves Camus. Pour ce qui concerne d'abord l'attitude de la communauté dite ultra-orthodoxe pendant la pandémie, moi je rectifie une partie de la communauté ultra-orthodoxe. C'est vrai. Il y a un certain nombre de poskim qui ont été extrêmement clairs sur la nécessité de se faire vacciner et sur celle de respecter à la lettre les mesures de distanciation sociale. Ensuite, pour voir aux États-Unis assez régulièrement, pour participer à des événements précisément du monde Haredi où il y a à peu près la même foule, c'est à peu près la foule qu'on peut rassembler à New York pour un Siyum HaShas, par exemple. Il faut bien comprendre que pour arriver à maîtriser des événements pareils, de surcroît celui-ci ayant lieu sur un terrain qui quand même est loin d'être plat, il faut une parfaite coopération en amont dès le moment où on organise, où on pense l'événement entre les organisateurs et les autorités à tous les niveaux, police, services sanitaires, etc. Si jamais on a cette coopération-là, si tout le monde fait attention, ça peut se passer bien. Si effectivement la coopération n'est pas top, on prend ce genre de risque. François Margolin. Écoutez, moi, c'est évidemment très compliqué d'accabler cette communauté qui, même si elle est ultra-orthodoxe et qu'elle fait sans doute de nombreuses erreurs dans ce contexte où elle a eu tellement de morts, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a un besoin, après cette crise de Covid, de se libérer de quelque chose et de profiter de la vie, de profiter des choses de façon, par moments, irresponsable. Et c'est vrai que c'est vraiment pas pour les accabler, mais moi je voudrais citer un film magnifique qui s'appelle M, le film de Yolande Zoberman, qui est sur la communauté de Bnei Brak, même si c'est pas exactement eux qui étaient là. C'est une communauté qui par moment ne respecte pas toutes les règles. Bon, voilà, à part ça, je vais pas leur dire que c'est à cause de ça qu'il y a eu des morts. C'est tragique, et donc, mais c'est vrai que voilà. Par moments, les ultra-orthodoxes, comme d'ailleurs dans d'autres religions, ne respectent pas toutes les règles. Alors, il y a un deuil national qui a été décrété ce dimanche. Est-ce que ce drame, Michel Taubman, est-ce que ce drame aura des effets sur la semaine politique qui s'ouvre ou qui devait s'ouvrir? Elle devait être décisive pour la formation du gouvernement. Est-ce que ce drame terrible va modifier l'agenda des uns et des autres? Oui, alors je voulais juste ajouter quelque chose. Ce n'est pas moi personnellement qui mets en cause les ultra-orthodoxes, parce qu'effectivement, ce sont eux les victimes, ce sont eux qui souffrent, qui sont morts, et cela aurait pu arriver à un concert de rock. Ce genre d'événement peut arriver n'importe où, et voilà. Simplement, c'est le ministre de la Sécurité en tant que tel lui-même qui a annoncé qu'il avait une responsabilité, parce qu'il y a eu un problème de coordination entre la police et les ordinateurs, et du point de vue des ordinateurs, il n'y avait pas de service d'ordre. Alors, il y avait donc un problème d'organisation, mais cela aurait pu se produire ailleurs que dans un rassemblement ultra-orthodoxe. Alors, est-ce que ça aura une conséquence sur la formation du gouvernement? C'est vrai que après-demain, mardi 4 mai, arrive à terme le mandat qui a été confié à Benjamin Netanyahou pour former un nouveau gouvernement suite aux élections du 23 mars, et qu'à 2 jours de la fin de ce mandat, il n'a pas réussi à former ce gouvernement. Tout est gelé, toutes les tractations, en tout cas officiellement, sont gelées, les décisions sont gelées aujourd'hui, et la vie politique reprendra son cours demain. Mais cet événement n'est pas très positif pour le gouvernement, parce que bien évidemment, comme à chaque fois que se produit un événement de ce type-là, les autorités sont mises en cause. Et je dis, le ministre de la Sécurité lui-même reconnaît qui est responsable de la police, qu'il y a une responsabilité de la part des autorités. Et donc, de toute façon, la situation était mal partie pour Benjamin Netanyahou.
tout simplement parce qu'aujourd'hui, il a épuisé toutes les solutions. Hein. C'est comme un vieux magicien qui a eu beaucoup Enfin, de il lui tours dans reste son jusqu'à sac. mardi, si j'ai bien compris. Il irait jusqu'à mardi. Il irait jusqu'à mardi. Et c'est vrai que, disons, avant cet événement, puisque depuis 2 jours, officiellement, il y a eu Shabbat, et puis officiellement, publiquement, on ne peut plus parler politique. Avant cet événement, on était sur la voie de la formation d'un gouvernement du changement qui serait dirigé par Naftali Bennett et qui comporterait un rassemblement assez hétéroclite, mais qui serait placé sous le signe de la réconciliation et de l'union nationale, avec à droite donc le parti de Bennett, Yamina, le parti de Gideon Sa'ar, dissident du Likoud, le parti de Lieberman, au centre, les partis de Lapid et de Gantz, et à gauche, le parti travailliste et Meretz qui soutiendrait ou qui participerait. Et l'idée qui vient de Lapid, puisque c'est Lapid qui est arrivé en 2e position aux élections législatives, mais c'est de donner le mandat, de transmettre le mandat à Bennett qui n'a eu que 7 sièges, parce que c'est la condition pour que la droite accepte un gouvernement sans Netanyahou. Et leur idée est assez ambitieuse, c'est-à-dire c'est d'avoir aussi le soutien des partis arabes ou d'une partie des partis arabes, et aussi des ultra-orthodoxes, d'une partie des ultra-orthodoxes. Et évidemment, là, on est dans quelque chose de très nouveau. Après des années où la politique israélienne a tourné autour de Netanyahou, finalement, le boomerang est en train de se retourner contre lui. C'est une coalition se forme avec comme ciment principal le rejet de Netanyahou. Bon, merci. On vous retrouve. Le 4 quarts politique revient dans un instant, le temps d'une page publicitaire. Et puis nous parlerons de la loi contre le terrorisme, du retour de l'appel, des généraux et des conséquences de l'affaire Sarah Halimi. Le 4 quarts politique aujourd'hui, Michel Taubman, Jean-Yves Camus, François Margolin, Jérôme Fourquet, qu'on retrouvera dans quelques instants. Nous parlons de la loi contre le terrorisme. C'est la 7e ou 8e mouture de ce projet de loi après l'attentat de Rambouillet. Est-ce que c'est la bonne approche finalement de faire une loi chaque fois qu'il y a un nouvel attentat ou chaque fois qu'il y aura de nouvelles violences? Jean-Yves Camus. Alors tout d'abord, c'est pas tout à fait une nouvelle loi, c'est très exactement une loi qui complète et qui adapte les dispositions contenues dans une loi de 2017 qu'on appelle la loi SILT. Que le drame de Rambouillet ait effectivement contribué à amener cette loi sur le devant du calendrier parlementaire, c'est vrai, mais en même temps, ça n'est encore une fois qu'une loi qui précise un certain nombre de points sur, par exemple, la fermeture des lieux de culte, sur les visites domiciliaires, sur tout l'aspect technique de la surveillance des personnes soupçonnées de commettre des infractions de djihadisme. Sur le contrôle, sur la fréquentation des sites terroristes. Sur le contrôle et la fréquentation des sites terroristes, qui est effectivement un point qui était resté relativement contentieux, parce que toute personne qui va voir, je pense aux journalistes par exemple, aux chercheurs, quand ils vont voir un site djihadiste, ce n'est évidemment pas pour la même raison que ceux qui s'endoctrinent. Mais au-delà de l'empilement de textes législatifs, qui de toute façon est une tendance lourde de la Ve République dans absolument tous les domaines, et qui rend le Code général des impôts tout aussi illisible que l'ensemble des lois sur le terrorisme, je crois que ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, c'est ce qu'a dit Gérald Darmanin il y a quelques jours, à savoir que 9 attaques avaient été perpétrées en France par des individus qui n'étaient connus ni de la police, ni des services de renseignement. Autrement dit, des individus qu'on n'a a priori aucun moyen de détecter et dont la rapidité de radicalisation va croissant. Et c'est ça le véritable sujet aujourd'hui. Je crois que c'est ce qui inquiète d'ailleurs en premier lieu les Français, c'est de se dire que finalement, parmi les gens qu'ils croisent dans la rue, il peut y en avoir un qui est déjà radicalisé et qui va passer à l'acte et qui n'avait été repéré par absolument personne. François Margolin. Écoutez, moi je crois qu'il ne faut pas effectivement empiler les lois. Je crois qu'il faudrait surtout appliquer les lois telles qu'elles sont. Et ce n'est pas le fait que l'aspect médiatique
et l'aspect de communication qui, à chaque fois, qui va nous aider. Je crois qu'en plus, le fait aujourd'hui de vouloir condamner les gens qui utilisent ou qui ont accès à des sites djihadistes, c'est finalement, moi, ce qu'on m'a reproché lorsque j'ai fait un film qui s'appelle Salafiste, qui a été interdit, on s'est servi de cette loi, enfin, ou d'une loi identique, puisqu'elle n'était pas votée, pour essayer de dire que je montrais des images de l'État islamique. Si je les montrais, c'était pour les dénoncer. Mais quand on a besoin, pour des raisons X politiques, de se servir de ce genre de loi, on s'en sert, y compris contre des gens qui ne sont absolument pas djihadistes. Donc moi, je suis plutôt totalement contre l'utilisation de ce genre de référence pour empêcher une forme d'accès aux choses, une forme de liberté d'expression, une forme de travail, qu'il soit par des chercheurs ou par des journalistes. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait surtout appliquer les lois, mais les appliquer vraiment. C'est-à-dire qu'appliquer vraiment, ça veut dire effectivement s'occuper réellement du terrorisme et pas seulement penser, comme à certaines époques, on allait faire des centres de déradicalisation parce qu'on allait pouvoir permettre de déradicaliser des gens comme ça, subitement, avec des médicaments ou des pilules ou des électrochocs. C'est-à-dire que je pense il faut agir et agir très, très concrètement, car les djihadistes, eux, agissent de leur côté. Alors, sur le terrorisme, sur la violence, sur la délinquance, sur le climat en général, il y a eu cette semaine donc cet appel pour un retour de l'honneur de nos gouvernants. 20 généraux, des centaines de hauts gradés et plus d'un millier d'autres militaires ont adressé un appel à Emmanuel Macron. L'heure est grave, la France est en péril, plusieurs dangers mortels la menacent. La ministre des Armées a souhaité des sanctions. L'opinion, selon des sondages, on verra cela tout à l'heure avec Jérôme Fourquet, mais l'opinion est plutôt pour cet appel, Jean-Yves Camus. Oui, alors c'est là qu'il y a un problème d'interprétation. Est-ce que l'opinion est pour la partie de l'appel qui, non pas incite, mais laisse entrevoir la possibilité que l'armée d'actifs descende dans la rue, ou est-ce que l'opinion partage un certain nombre des constats qui sont énoncés dans la tribune sur le danger de l'islamisme, l'insécurité, etc., etc. C'est pas franchement la même chose. Moi, sur l'hypothèse énoncée maintes fois cette semaine d'un putsch militaire, je suis absolument catégorique. Il y a effectivement pas mal de signataires à cet appel. L'immense majorité d'entre eux sont des militaires du cadre de réserve. Il y a eu 18 sanctions décidées par la ministre des Armées. Le chef d'état-major des armées s'est exprimé, ce qui est un fait assez exceptionnel, c'est 18 militaires d'actifs. On ne fait pas un putsch avec 18 militaires d'actifs. L'armée, dans son ensemble, je crois assez bien la connaître, est républicaine, loyaliste. Elle l'a montré, elle est active dans un certain nombre d'opérations, soit qui nous touchent au quotidien avec l'opération Sentinelle, soit dans des actions sur des théâtres d'opérations extérieures qui sont faites pour nous protéger en combattant les groupes islamistes. C'est le cas de l'opération Barkhane. Ça n'est plus par ailleurs la même armée que celle qui est descendue dans les rues en 1961. Celle de 1961 avait connu l'humiliation de 40, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, on a une armée qui est beaucoup plus variée dans son recrutement, qui a connu des périodes de paix intérieure et qui, à mon avis, n'a absolument pas la disposition d'esprit de se mêler de politique. Alors, on va poursuivre cette conversation tout à l'heure avec Jérôme Fourquet. Je voudrais qu'on parle, dans les minutes qui nous restent, des conséquences de l'affaire Sarah Halimi, une semaine après les manifestations au Trocadéro à Paris et un peu partout dans le monde. On ne lâchera pas, disaient les manifestations. Quelles sont les options aujourd'hui, François Margolin, vous qui connaissez bien le dossier? Écoutez, moi, je pense profondément, et je ne suis pas dans l'exagération d'habitude, je pense franchement qu'on est dans une affaire semblable à l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, d'un point de vue symbolique, me semble aussi important que l'affaire Dreyfus l'était à l'époque pour la communauté juive. Je pense que c'est une date qui restera à cause de sa symbolique et à cause de ce qui va se passer dans l'avenir. C'est-à-dire que je pense que
dans l'avenir, l'affaire n'est pas finie. Il va y avoir, je l'espère, une forme de révision. Alors, d'un point de vue juridique, c'est compliqué parce qu'une révision, c'est plutôt quand il y a eu un jugement. Là, il n'y en a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de poursuite. Mais je pense que les choses n'en resteront pas là et que je pense que la pression à la fois de la communauté juive, mais aussi de la communauté nationale et du pouvoir politique, et je l'espère peut-être des médias, fera que les choses se transformeront dans l'avenir. Et moi, je pense que tout ce qui s'est passé là fait qu'on se trouve dans une situation où c'est tout de même une date fondamentale, parce que je crois qu'il y a un autre clivage qu'on n'a peut-être pas vu assez, c'est le clivage politique qu'il y a eu. C'est-à-dire que j'étais l'autre jour au rassemblement du Trocadéro, la gauche était absente. C'est-à-dire qu'à part Anne Hidalgo qui était là, plus quelques élus de la région parisienne, en gros, la gauche était aux abonnés absents. C'est-à-dire qu'il n'y avait ni la France Insoumise, ni les écologistes, ni les amis de Benoît Hamon, ni toute une grande partie du Parti Socialiste. Or, pourquoi ? On se demande pourquoi la gauche, moi j'en fais plutôt partie, pourquoi la gauche n'est pas là quand il y a une femme juive qui est assassinée. Et ça, on rentre tout de même dans un contexte général. On parle d'islamo-gauchisme. Ni des partis politiques, ni des associations. Oui, ni les associations. Et moi, je trouve ça hallucinant, franchement, quand on sait que la Ligue des droits de l'homme est née au moment de l'affaire Dreyfus et à cause de l'affaire Dreyfus, que des organisations antiracistes comme SOS Racisme, comme le MRAP, comme la Ligue des droits de l'homme n'étaient pas là. Ils ne sont même pas fendus d'un tweet, alors que pour la moindre inscription sur une mosquée anti-musulmane, il manifeste tout de suite. Donc je trouve ça scandaleux. Moi. Alors il y avait effectivement Madame Anne Hidalgo, on a parlé d'une rue au nom de Sarah Halimi. Est-ce que ça suffira à calmer les esprits, Jean-Yves Camus, vous qui êtes conseiller municipal? Non, je ne le suis pas. Est-ce que ça n'est pas un sparadrap sur une jambe de bois? Non, mais d'abord, c'est pas une rue. Quand on donne le nom de quelqu'un à une voix, ça n'est pas pour calmer, c'est en hommage. Il ne s'agit pas de calmer qui que ce soit. Il ne s'agit pas de dire que le fait d'avoir une rue Sarah Halimi, ça calmera quoi que ce soit. La seule chose qui pourra calmer, c'est effectivement l'ouverture d'une nouvelle information judiciaire ou la révision du procès. Ensuite, dans les pouvoirs d'un maire, y compris du maire de Paris... Pardon, Jean-Yves, il y a aussi une chose, c'est que... Dans les pouvoirs d'un maire de Paris, la seule chose qu'on peut faire, c'est donner le nom d'un équipement ou d'un lieu. Voilà, en général, les places qui sont, vous verrez, c'est valable même pour la place Emmanuel Lévinas ou d'autres, c'est rarement des places avec des numéros. C'est des places sans numéro. Vous ne pouvez pas envoyer une lettre parce que le choix a été fait à Paris, et je pense que c'est un bon choix pour des raisons que vous ne soupçonnez peut-être pas, de ne pas débaptiser les noms et les places. Pourquoi ? Parce que si jamais... On n'a plus de rue nouvelle à Paris, on n'a plus de place nouvelle à Paris. Alors pour donner un nom, on doit débaptiser. Si on commence à débaptiser, vous aurez à toutes les séances de conseil municipal, et en dehors des séances de conseil municipal, des quantités de demandes, de celles et ceux que vous venez de citer précisément, demandant qu'on débaptise telle rue, parce que celui qui a son nom sur la plaque a fait quelque chose qui va contre le politiquement correct du moment. Alors on ne veut pas s'embarquer dans cette rhétorique-là et dans cette espèce de surenchère-là qu'on applique en ce moment aux États-Unis, qu'on a appliqué en Espagne aussi, où on va aller chercher dans la vie de tous ceux qui ont une plaque ou une rue ou une place à leur nom, le petit point noir qui va faire qu'on va débaptiser, c'est tout.